Merci. Merci Solène. Bonjour à tous et merci de votre présence pour assister à la présentation des résultats annuels du groupe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore AST Group, notre modèle se décompose en 3 activités complémentaires. Nous sommes depuis 1993 l'un des leaders de la construction de maisons individuelles en France. Nous intervenons également dans les métiers de la promotion immobilière et du lotissement. Et nous avons développé maintenant depuis un peu plus de 10 ans une expertise reconnue dans l'industrie et le commerce associé avec la marque Natilia qui est premier fabricant et constructeur de maisons en ossature bois avec près de 4500 livrets sur cette période. Et plus récemment dans le modulaire ou la construction hors site avec les marques Natilia et Natibox. Mais AST Group, c'est aussi 576 collaborateurs répartis en France dans nos 80 sites et agences commerciales, centres techniques, un réseau fort à ce jour de 106 concessionnaires et licences de marque et doté d'un outil industriel performant, POBI, basé à la Charité-sur-Loire, ainsi que 3 directions régionales en promotion immobilière. Alors les temps changent, les politiques pas vraiment, mais en tout cas la volonté des Français de devenir propriétaires reste intacte et la maison individuelle est souvent plébiscitée. Cette année, notre groupe enregistre l'une des plus fortes croissances de ses ventes de la décennie, avec plus de 2550 commandes enregistrées, en hausse de 22% par rapport à l'année 2020, qui était déjà une année de référence en termes d'évolution des ventes, et répartie à près de 62% environ en maisons individuelles diffus et 35% au travers de notre réseau de concessionnaires. Alors, malgré de nouvelles contraintes qui viennent peser temporairement sur nos marges, comme notamment l'allongement de nos délais de chantier, qui est en partie lié à la pénurie d'entreprises, mais aussi à la difficulté de recrutement, et notamment parmi nos conducteurs de travaux, aux dernières réglementations, comme la loi Elan impose notamment dans un de ses chapitres l'étude de sol systématique sur le terrain, donc qui génère des délais supplémentaires d'investigation, mais qui génère également pour nos clients des coûts supplémentaires. D'autre part, vient d'être signée au mois d'août 2022 la loi Climat et Résilience, qui notamment au travers de son article ZAN, zéro artificialisation nette, c'est assez compliqué à prononcer, qui va définir pour les 30 prochaines années globalement la réduction de l'artificialisation des sols, dont les conséquences sera essentiellement la raréfaction du terrain à bâtir et donc forcément l'évolution de son prix de vente. D'autre part, les crises sanitaires successives au rythme des variants et maintenant le conflit russo-ukrainien avec un corollaire commun, augmentation brutale et continue des prix des énergies, les défauts d'approvisionnement en matières premières qui ont largement compromis les capacités industrielles de nos fournisseurs, créant donc ainsi des ruptures d'approvisionnement et générant une forte pénurie qui, évidemment, contraint les tarifs et dans des proportions d'élévation qui sont extrêmement importantes. Pour enrayer en partie ces phénomènes, notre groupe est en cours de déploiement en générant de nouvelles mesures fortes, mais nous y reviendrons tout au cours de la présentation. Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats 2021. 2021 est une année compliquée, mais on verra à la fin que ça nous laisse de belles perspectives pour l'avenir. Tout d'abord, nous avons un chiffre d'affaires qui s'élève à un peu moins de 160 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires est réparti à hauteur des 2/3 sur la partie maison individuelle, 20% en promotion et le reste en mode constructif industriel à hauteur de 18%. Ce qu'on peut analyser sur cette baisse de chiffre d'affaires, il y a 2 éléments majeurs qui viennent impacter le chiffre d'affaires. D'une part, la baisse du carnet de commandes en promotion et lotissement, qui vient impacter le chiffre d'affaires à hauteur de 11 millions. Et d'autre part, les difficultés d'approvisionnement sur les chantiers et le rallongement des délais administratifs qui sont venus pénaliser d'une part les ouvertures de chantiers et d'autre part l'avancement de nos chantiers. En termes de compte de résultat, donc notre chiffre d'affaires s'élève à 159,9 millions d'euros. Notre EBITDA ressort à 4,7 millions d'euros, soit 2,9% du chiffre d'affaires. La baisse de 8 millions de notre EBITDA est liée à 3 phénomènes différents. D'une part, la baisse de notre chiffre d'affaires, qui a un impact à peu près d'un tiers des 8 millions, c'est-à-dire 2,7 millions. On a un autre tiers qui est lié à l'impact de nos marges. Et on a un troisième tiers qui est lié à l'augmentation de nos charges opérationnelles qu'on va voir un peu plus loin. Notons un élément très positif dans notre compte de résultat, c'est qu'on a un résultat financier qui est positif à hauteur de 27 000 euros. On le verra après dans notre structure financière qui est très saine, avec un endettement net négatif.
et notre résultat net ressort à 85 000 euros. Alors, lorsqu'on analyse en effet l'évolution du résultat opérationnel entre 2020 et 2021, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a une baisse du chiffre d'affaires qui a un impact négatif de 2,4 millions d'euros. Cette baisse est liée à la baisse de l'activité promotion et lotissement à hauteur de 11 millions d'euros et à l'activité maison individuelle à hauteur de 6 millions d'euros. Notons par ailleurs que sur l'activité mode constructif industriel, cette activité, malgré l'année 2021 difficile, a été en progression. En ce qui concerne les marges, nos trois activités sont pénalisées par les marges en moyenne à hauteur de 1,7%. En ce qui concerne ces problématiques de marge qui sont liées évidemment à l'augmentation des matières premières, on reviendra un petit peu plus tard sur ce sujet puisque tout au long de l'année 2021 et même sur le début de l'année 2022, on a mis en place une augmentation de nos prix pour compenser cette augmentation de matière et normalement ces éléments devraient venir améliorer nos marges sur le deuxième semestre 2022. Donc, pour finaliser le point sur la variation du résultat opérationnel du groupe, j'indiquais qu'on avait une augmentation de 2,7 millions de nos charges opérationnelles qui étaient liées à deux choses. D'une part, on avait bénéficié en 2020 des mesures de chômage partiel et surtout en 2021, on va voir qu'on a investi dans un certain nombre de choses, notamment pour le développement de notre groupe futur. Et ça s'est traduit notamment par le développement de l'activité commerciale en 2021, qui a porté ses fruits en 2021 et qui continue de porter ses fruits en 2022, et sur les développements des équipes, notamment foncières, pour le développement de l'activité promotion et lotissement. Alors, en synthèse, activité par activité, on voit que la maison individuelle, avec un retrait de 6% de son chiffre d'affaires et une érosion de ses marges d'1,8%, a un EBITDA qui ressort à moins 1,5 million d'euros et un résultat opérationnel à moins 4 millions d'euros, ce qui fait 4% du chiffre d'affaires. Sur l'activité promotion et lotissement, on est en retrait du chiffre d'affaires à hauteur de 25%. On a un EBITDA qui ressort tout de même positif à 1,7% et un résultat opérationnel qui est également positif à 0,6% du chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne notre activité mode constructif industriel, celle-ci a bénéficié d'une augmentation du chiffre d'affaires à hauteur de 4%. L'EBITDA ressort à 5,6 millions d'euros et notre résultat opérationnel ressort à près de 16%. Donc, on voit que c'est une activité toujours très solide. En ce qui concerne notre structure financière, elle est toujours extrêmement saine. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un endettement net négatif à hauteur de moins 11 millions. On a une trésorerie extrêmement solide à près de 38 millions d'euros. Et on a un BFR d'exploitation qui s'améliore puisqu'il est à l'équilibre en 2021 alors qu'il était légèrement positif en 2022. En ce qui concerne la variation de notre trésorerie qui diminue d'une vingtaine de millions d'euros, on voit qu'on arrive à générer des flux d'activité à hauteur de 4,2 millions d'euros, liés notamment à notre EBITDA qui est positif. On a des flux d'investissement à hauteur de 2 millions d'euros qui concernent essentiellement les investissements dans l'usine Poby. On y reviendra tout à l'heure. Et on a des flux de financement à hauteur de 22 millions d'euros qui sont liés d'une part à l'emprunt qu'on a mis en place pour se développer chez Poby et d'autre part au remboursement des lignes de crédit en promotion, mais surtout du PGE à hauteur de 10 millions d'euros qu'on a intégralement remboursé à la date d'échéance, un an après la mise en place. Enfin, en ce qui concerne notre carnet de commandes, on voit qu'on a un carnet de commandes qui est historique à 284 millions d'euros, en croissance de près de 30% par rapport à l'année dernière. Ce carnet de commandes, il s'élève à hauteur de 244 millions en maison individuelle, lié à la très bonne performance commerciale en 2021. Et ce carnet de commandes va s'écouler sur les 18 prochains mois comme lié à notre activité maison individuelle. Notre carnet de commandes en promotion et lotissement, comme on l'avait anticipé, s'est contracté sur l'exercice de 44%, mais il devrait se progresser à partir de 2022, lié aux investissements qu'on a fait dans les équipes foncières et aux objectifs de développement et de signature de compromis de l'eau, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, notre activité mode constructif industriel s'améliore de 24%. Notre carnet de commandes s'élève à près de 25 millions d'euros et il est notamment porté par le développement de notre activité modulaire et en particulier par l'activité Natibox sur laquelle on reviendra un peu plus tard.
Alors, en conclusion, et malgré des indicateurs de performance qui sont altérés, notre groupe a déjà mis en œuvre des solutions qui sont appropriées pour s'adapter en partie aux nouvelles conditions d'exercice de nos métiers. Alors, comme le confirme d'ailleurs notre performance commerciale sur janvier et février, avec 341 ventes, donc qui est stable par rapport à 2021. 2021 étant une année extrêmement importante en termes d'évolution des carnets de commandes de façon macroéconomique et conforme à nos prévisions. Donc, dans un marché qui est en retrait au mois de janvier 2022 de l'ordre de 27%, nous n'avons pas encore les chiffres de février, mais qui ne seront pas forcément très bons, dans une tendance macroéconomique évidemment. Et un prix unitaire moyen qui est en hausse de l'ordre de 4,5%. Donc on se rend compte que l'augmentation de tarifs n'est pas visible dans l'augmentation de nos prix unitaires, parce que les maisons qui sont vendues aujourd'hui sont un tout petit peu plus petites que celles qu'on vendait l'an dernier, donc de manière à compenser l'effet de prix. Alors en promotion immobilière, et comme vous l'a déjà expliqué Olivier, parmi les premières mesures qui ont déjà été engagées en 2021, donc le renforcement des équipes de prospection foncière et l'ouverture d'une nouvelle agence près de Montpellier, de manière à développer cette partie du territoire où nous étions déjà présents, mais pas implantés physiquement. Et ainsi que la consolidation des équipes sur Rhône-Alpes et les Deux-Savoie, avec l'objectif de signer 800 lots sur 2022, représentant un CA potentiel à terme de l'ordre de 150 millions d'euros environ. Alors, dans un contexte concurrentiel qui est fort, nous n'avons pas hésité, c'est dès le mois de mai 2021, augmenter nos tarifs de vente dans des proportions de l'ordre de 10% environ selon les régions et les modèles vendus, notamment afin d'anticiper donc le passage à la RE 2020, mais aussi faire face à la pénurie d'entreprises et à l'augmentation du prix des matériaux. La revue de nos prix de revient est permanente et nous agissons d'ailleurs en temps réel, puisque depuis le début de l'année, nous avons déjà procédé à une augmentation de l'ordre de 1% début mars. Et le 4 avril, donc dès lundi prochain, une nouvelle augmentation de l'ordre de 1% en moyenne sur l'ensemble de nos tarifs sera réalisée. Donc en parallèle, nous avons mis en place de nouvelles formations pour accompagner cette évolution des prix au travers de notre service commercial. Et d'autre part, l'implantation de notre ERP Hercule, donc, qui est maintenant finalisée chez nos filiales DPLE et Ideos, qui va nous permettre progressivement de faire migrer notre modèle économique afin de pouvoir dissocier la fourniture et la pose des matériaux afin de pouvoir restaurer nos marges. Lancement en mai de la plateforme du chantier. Alors, c'est quoi? Il s'agit d'une marketplace destinée à la diffusion de nos marchés de travaux vers un public d'artisans et sur l'ensemble du territoire. Plus de 2000 offres seront diffusées simultanément, donc à destination donc, de nos entreprises et largement diffusées sur le web via des campagnes de digital ciblées. Donc, il s'agit là d'un moyen qui est totalement unique et novateur, qui va nous permettre d'inverser la tendance de dépendance des entreprises qui sont pour nos métiers un actif indispensable. D'autre part, cette plateforme servira également à promouvoir nos offres d'emploi en interne et pourra à terme être monétisée, qui nous permettra à minima de financer son fonctionnement. Alors, avec un réseau fort à ce jour de 24 agences et des ventes en forte hausse sur le S2 2021, ainsi que l'ouverture prévue de l'ordre d'une dizaine de concessionnaires sur 2022 sur l'ensemble du territoire, Natibox progresse de façon significative et Pobi va donc investir progressivement dans une chaîne de production de modules sur le site acquis en juillet 2021 à proximité de l'usine historique. Donc, ces nouveaux investissements d'un montant de l'ordre de 4 millions d'euros, donc compris l'achat du bâtiment sur 3 ans, et bénéficiant d'aide de l'État à hauteur de 1,6 million d'euros, donc 1,1 million de subventions et 500 000 euros de prêts remboursables à terme, pour nous permettre donc d'accélérer la réalisation des travaux pour porter la capacité industrielle dans un premier temps, et ce dès septembre, à la fabrication d'une dizaine de modules par semaine, puis à terme pour arriver à 25 modules par semaine. Alors, la satisfaction client est toujours au cœur de nos préoccupations. Je vous rappelle que depuis 3 ans maintenant, on travaille pour évaluer la satisfaction de nos clients au travers de 2 canaux différents. D'une part, un canal interne qui correspond à notre application HomeWay qu'on a développée depuis 2 ans maintenant. Et d'autre part, depuis 3 ans, à travers une enquête externe qui est confiée à un spécialiste des sondages auprès des clients et qui s'appelle le cabinet Major Consultant. En ce qui concerne l'enquête interne,
Donc, nos clients sont évalués à travers les 12 étapes de la construction, que ce soit les étapes administratives ou les étapes de chantier. Et durant ces 12 étapes, nous leur demandons systématiquement de noter la relation qu'ils ont avec AST Group. Et tous les clients qui ont une note inférieure ou égale à 3 sont systématiquement rappelés pour essayer d'améliorer notre prestation, pour essayer de comprendre les problématiques. Mais nous appelons également tous les clients qui ont une note à 5 pour en faire des ambassadeurs et comprendre ce qui marche. Durant l'année 2021, il y a eu plus de 2250 notations et il en ressort une satisfaction globale moyenne de 86%, qui est en amélioration par rapport à l'année dernière. Et puis en parallèle, une fois par an, nous confions donc l'interrogation de tous nos clients qui ont réceptionné leur maison auprès d'un cabinet, du cabinet Major Consultant. Et il en ressort également sur cet aspect-là une nette amélioration de la satisfaction de nos clients. D'une part, 70% de nos clients sont satisfaits de leur logement. C'est en amélioration de 6 points depuis 2 ans. Et on voit que nos clients qui utilisent l'application Homeway, donc avec qui on communique beaucoup plus régulièrement, sont satisfaits de leur logement à hauteur de 74%. Donc l'application Homeway est un lien également pour que nos clients à la fin soient satisfaits de leurs prestations et de leur logement. Le deuxième élément, c'est qu'un tiers de nos clients sont satisfaits sur toutes les étapes du parcours client. Et ça, c'est vraiment un élément important puisque l'idée, c'est d'avoir un client et de l'accompagner et qu'il soit satisfait tout au long du projet. Et puis enfin, le dernier élément le plus important, c'est que le Net Promoter Score s'est très largement amélioré. Il s'est amélioré de 32 points sur 3 ans. Et la part des promoteurs, donc les gens qui recommandent AST Group, qui sont fiers de leur construction, qui sont fiers de la relation qu'ils ont eue avec AST Group, a été multipliée par 3 depuis 2 ans. Évidemment, la satisfaction client, on sait tous qu'un client satisfait, c'est un client qui recommande AST Group et donc c'est lié à améliorer la performance du groupe et à terme la rentabilité. Comme vous le savez, nous sommes également dans un marché avec des difficultés de trouver des profils, notamment les profils techniques en maison individuelle. On sait qu'à terme, il y aura de plus en plus de pénuries sur les métiers de la maison individuelle, sur les métiers de la construction. Et donc, on a décidé en 2022 de lancer notre propre école de formation dédiée à la maison individuelle qui s'appellera l'école de formation de la maison individuelle by AST Group. Donc évidemment, le premier enjeu, c'est de répondre à la pénurie sur les métiers de la maison individuelle et en particulier sur 2022, ce sera les métiers de conducteurs de travaux. Je rappelle que AST Group est déjà un organisme de formation certifié par Calliope, puisque depuis de nombreuses années maintenant, nous formons nos concessionnaires à un certain nombre d'éléments du métier de la construction. Cette première formation sera qualifiante pour des conducteurs de travaux. Elle se déroulera sur une période d'à peu près de 6 mois. Et dans ces 6 mois, il y aura à peu près 50% de formation théorique et 50% de formation pratique. On formera les conducteurs de travaux au process de la maison individuelle, mais également à nos propres process pour qu'ils puissent être très rapidement opérationnels chez nous. La première promotion sera une promotion d'une dizaine à une douzaine d'élèves. Et surtout, on va chercher des candidats qui seront mobiles pour pouvoir les envoyer après dans les différentes régions et dans les différentes centres techniques. Étant précisé que cette formation sera plutôt des personnes qui seront en reconversion, donc ça ne sera pas des jeunes diplômés, ce sera des personnes qui auront déjà eu une expérience professionnelle et qui souhaiteront venir vers le métier de la construction de maisons individuelles. Donc, la première promotion devrait avoir lieu en septembre 2022. Et puis, à travers cette formation, nous aurons une clause dédiée formation qui permettra de fidéliser et de garder les compétences sur une certaine période de 18 mois à 2 ans. Enfin, quelques éléments RH pour accompagner la croissance du groupe, parce que vous voyez qu'on a des enjeux extrêmement forts sur les prochaines années. Donc, quelques éléments. Nous avons 576 collaborateurs à fin décembre 2021. Nous avons 45% de femmes, 37% d'âge moyen. Notre index égalité homme-femme qui a été publié s'élève à 80 sur 100. Notre index Gaia Rating à 65 sur 100. Nous embauchons la majorité de nos collaborateurs en CDI à hauteur de 95%. Et en 2021, nous avons délivré 7600 heures de formation, ce qui représente un petit peu plus de 1000 jours, ce qui représente grosso modo 2 jours de formation par collaborateur.
Pour terminer, c'est évidemment dans un contexte économique qui est compliqué, où les contraintes semblent s'accentuer, s'accumuler. Enfin, globalement, on pourrait utiliser encore plein de superlatifs. Mais on bénéficie d'un carnet de commandes qui est solide, d'un outil industriel qui est performant et très rentable, d'une forte capacité d'innovation, alors tant digital que produit, d'une structure financière qui est saine. Et donc, nous confirmons avec évidemment toute la vigilance qui s'impose notre plan CAP 300 que vous voyez ici décliné. Merci à tous et nous attendons vos questions. Merci Alain, merci Olivier pour cette présentation. Du coup, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir en levant la main et on réactivera votre micro pour que vous puissiez poser votre question. N'hésitez pas. Oui. Monsieur Blin, je vous ouvre le micro. On doit pouvoir vous entendre. Et après, ce sera à Monsieur Manigo. Merveilleux. Bonjour, heureusement que vous avez eu des problèmes parce que j'étais un peu en retard. Donc j'ai juste une petite question que vous avez peut-être évoquée avant. Vous avez parlé du BFR négatif dans la maison individuelle. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du montant de ce BFR négatif dans la maison individuelle? Oui, ça correspond à peu près à 1 mois de chiffre d'affaires en maison individuelle. Donc, si vous prenez si on linéarise à peu près, vous prenez une centaine de millions sur l'année, ça fait 8 millions par mois. Donc, ça fait à peu près 8 millions. D'accord. Et juste une petite question. Ce carnet de commandes dans la maison individuelle est énorme, mais en même temps, est-ce qu'il faut s'attendre à un premier semestre très difficile en termes de résultats dans la mesure où la révision des prix n'a peut-être pas pu se faire sur ce carnet de commandes? Et donc, est-ce qu'on a un EBITDA négatif à attendre sur le premier semestre, même si on peut espérer un redressement par la suite? C'est une approche qui est fausse ou pas? Alors, c'est une approche qui est partiellement vraie. C'est qu'en effet, sur le premier semestre, on va encore être pénalisé par les marges, puisque comme vous l'avez très justement indiqué, dans le carnet de commandes, on a vendu un certain nombre de maisons avec des anciens prix, même si je rappelle on peut indexer nos contrats sur l'indice BT01, donc on peut récupérer quand même une partie de l'augmentation des matières. Une précision avec une neutralisation des prix qui est de 9 mois. Donc pendant 9 mois, nous ne pouvons pas oui, c'est pour ça que je dis on peut récupérer une partie en effet des prix, puisqu'on a une neutralisation sur 9 mois. Mais cela dit, comme vous l'avez très clairement expliqué, on sera pénalisé par les marges sur le premier semestre avec normalement un rééquilibrage sur le deuxième semestre. Mais par contre, on devrait bénéficier d'un effet volume positif qui devrait compenser ces éléments. Sur ce plan-là, les ruptures d'approvisionnement, ça s'améliore nettement ou parce que alors les ruptures s'améliorent effectivement. On a de plus en plus de ruptures. Oui, c'est normal. Oui, en tout cas, on a c'est au quotidien que nous recevons des mails de nos fournisseurs en nous faisant état de rupture d'approvisionnement, d'approvisionnement qui vont se décaler. Et ça, on les a tant sur nos chantiers qu'à l'usine. Alors l'usine a un stock qui lui permet de tenir entre une dizaine et une quinzaine de jours en moyenne. Néanmoins, pour d'autres chantiers, notamment sur les aciers en ce moment, on a de vraies problématiques. L'amélioration des volumes, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui n'aura pas lieu au premier semestre, en tout cas, qui aura peut-être lieu au second semestre, peut-être, mais je me trompe. Oui, mais là aussi, vous avez effectivement en partie raison. Maintenant, on a en tout cas la capacité et les chantiers disponibles pour démarrer. Il ne nous reste plus qu'entre guillemets qu'à les démarrer. Pour démarrer un chantier, il faut couler des fondations. Et la première chose qu'on met dans nos fondations, c'est de l'acier. Voilà. Donc, si on a des décalages sur l'acier, évidemment qu'on ne pourra pas couler les maisons. J'ai en partie raison, mais j'ai souvent en partie tort, alors j'ai l'impression. Merci en tout cas. Merci, Monsieur Blin. Je vais vous donner la parole, du coup, Monsieur Manigo. Je vous en prie, vous pouvez poser vos questions. Oui, bonjour. J'avais des questions, mais Monsieur Blin les a en partie posées. Voilà, c'était plus pour savoir si on pouvait quand même espérer un retour
une rentabilité positive au global sur la maison individuelle? Parce que c'est vrai qu'on comprend que vous avez un énorme carnet de commandes, mais voilà, ça va peut-être difficile à le livrer dans les délais impartis. Est-ce que finalement, avoir un tel carnet de commandes, c'est pas un petit peu un risque avec des risques de retard accrus aussi? Disons que quand on a constitué notre carnet de commandes sur 2021, le conflit en Ukraine n'était pas d'actualité. Donc on pouvait imaginer à cette époque-là, alors malgré l'ensemble des autres contraintes, mais on voyait qu'il y avait une certaine détente sur les matières premières et sur nos approvisionnements. Les prix du bois étaient redescendus, les prix de l'acier étaient redescendus. Là, les prix du bois ont réaugmenté, les prix de l'acier ont réaugmenté. Donc, alors évidemment que mettre en route un volume important de chantier, ça reste un vrai challenge compte tenu de la situation actuelle. Néanmoins, nous avons malgré tout ce carnet de commande, nous avons prévenu l'ensemble de nos clients aujourd'hui, donc au travers d'un courrier qui leur a été adressé, une relation qui est quasi permanente avec l'ensemble des chantiers en cours, donc des difficultés. Les clients comprennent ce type de difficultés. On a un certain nombre de retours de nos fournisseurs, alors qui ne nous exonèrent pas du retard, mais ils pourraient à terme nous exonérer potentiellement des pénalités de retard. On ne voit pas actuellement, nos chantiers ne sont pas livrés en retard. On a légèrement augmenté de l'ordre de 2 mois à peu près nos délais de livraison. Néanmoins, on n'est pas dans délai de retard. Donc, on ne subit pas la double peine d'augmentation de notre prix de revient et les pénalisations liées aux indemnités liées au retard. Donc, je suis d'accord avec vous qu'un carnet de commande important, globalement, c'est contraignant à mettre en œuvre quand on a des difficultés à mettre en œuvre. Néanmoins, un carnet de commande faible ne nous permet pas de mettre en œuvre les chantiers. Donc, je préfère avoir un carnet de commande élevé, quitte à trouver de nouvelles solutions. On en a évoqué un certain nombre. Elles n'auront pas toutes l'efficacité immédiate qu'on souhaiterait qu'elles aient. La marketplace, notamment, donc la mise en relation de nos entreprises avec nos marchés de travaux, va être disponible dès le mois de mai. Donc, c'est plus de 2000 marchés de travaux qui vont nous permettre de rendre visible l'ensemble de nos marchés de travaux à l'ensemble des entreprises que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaissent pas. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, démultiplier notre sourcing et notre capacité à générer de nouvelles entreprises. Comme je disais, c'est un actif qui n'est pas très visible, l'entreprise, mais c'est pourtant un actif indispensable à la réalisation de nos métiers. Donc voilà, on a mis en place un certain nombre de mesures. Le conflit est arrivé très soudainement. On pensait sortir d'une crise sanitaire forte et repartir dans des conditions, on va dire, normales, même si pas revenu à la moyenne qu'on pouvait constater avant la crise sanitaire, mais en tout cas dans des conditions normales d'exploitation. Le conflit arrive, les mesures ont été pensées avant le conflit, néanmoins elles n'auront pas l'efficacité telle qu'on voudrait bien les avoir. Notre risque aujourd'hui, le plus important, entre guillemets, si on considère qu'on a compensé une partie des hausses par des augmentations tarifaires extrêmement importantes, c'est la pénurie des matériaux. Voilà, c'est de ne pas pouvoir être livré par nos fournisseurs. Alors, on a de bonnes relations avec nos fournisseurs. Avec certains d'entre eux, on travaille depuis de nombreuses années. Voilà, donc, on est privilégié, on va dire, par rapport à un certain nombre d'autres constructeurs ou de nouveaux clients qu'ils pourraient avoir. Donc, on a ce privilège d'avoir ce partenariat depuis de longues années avec un grand nombre d'entre eux. Néanmoins, une usine, par exemple, de tuiles, globalement, c'est la consommation d'une ville de 100 000 habitants par mois. Donc, ils ont stoppé des usines parce que leurs usines sont dans le rouge. C'est que fabriquer une tuile aujourd'hui, ça coûte de l'argent, peu importe quasiment le prix qu'ils le vendent, ça leur coûte de l'argent. Donc, ils préfèrent stopper des usines. On l'a vu il y a 15 jours avec la fermeture de l'usine Jacob de Lafont. On le voit en Italie avec des usines qui ferment parce que les fours ne peuvent plus être activés compte tenu du prix de l'énergie, compte tenu également des pâtes qui sont livrées par l'Ukraine. La pâte qui constitue le grès cérame qui est sous le carrelage vient quasiment à 100% d'Ukraine pour les fournisseurs italiens. Donc là, ces approvisionnements ne se font plus. Donc, on va envisager, ou on peut envisager en tout cas, des ruptures sur certains produits. Un exemple très simple, dans nos menuiseries, il nous faut des petites pièces en plastique qui coûtent 2,50 €. Il en faut 2 sur des ouvrants de montant. Il existe 3 usines en Europe. Il y en a une globalement qui est en Ukraine qui ne fonctionne plus, une autre qui est celle d'un fournisseur et une autre qui n'arrive pas à répondre à la demande. Et cette petite barrette à 5 € globalement peut compromettre la fabrication d'une menuiserie. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai peut-être deux autres questions complémentaires. Du coup, si on essaie est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu des chiffres pour qu'on puisse mieux se projeter sur la partie promotion et lotissement avec, avec le carnet de commandes
Et les ventes sous compromis, vous parlez d'un chiffre d'affaires potentiel de 50 millions. Donc, on devrait à nouveau avoir une année de forte croissance en 2022, c'est ça? Et un En retour à une 2023. 2023, Il c'est ça? y a deux choses. Il y a les engagements hors bilan. En l'occurrence, ce seront les 800 lots signés sous compromis qui, eux, à terme, vont générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 millions d'euros. Et puis, il y a le carnet de commandes, donc qui correspond aux ventes réalisées et aux terrains acquis et aux chantiers en cours. Voilà, donc il y a deux éléments. Donc 2022, on peut vous le dire dès à présent, ne sera pas une année rentable pour l'activité promotion, mais ça, c'est déjà envisagé dans nos prévisionnels. Il y a des investissements qui sont faits, mais on est sur un métier au long cours, la promotion immobilière. Et quand on signe un terrain aujourd'hui, on sait que le premier euro de chiffre d'affaires sera facturable d'ici entre 18 et 20 mois à peu près. Peut-être une dernière question sur la partie construction modulaire, maison en bois, POBI. Comment vous expliquez la baisse de la rentabilité en 2021? Parce que malgré un effet volume positif. Ben, on achetait par exemple le bois, un exemple, on achetait le mètre cube de bois à 320, entre 320 et 340 euros. Il nous est arrivé de le payer plus de 1000 euros le mètre cube globalement. Et ça, sur un certain nombre d'autres produits, l'aluminium par exemple, puisqu'on fabrique également nos fenêtres. L'ensemble des augmentations. Donc il y a une hausse de tarifs. Là aussi, c'est compliqué. On a absorbé une partie des hausses sur nos marges et on a privilégié la performance de notre réseau de concessionnaires de manière à pas avoir en quelque sorte une double peine. C'est-à-dire que d'une part, augmenter les tarifs fortement et d'autre part, risquer des défaillances c'est chez nos franchisés. Donc on a proposé, enfin en tout cas on a augmenté nos prix de l'ordre de 4%. 1er mars, je crois, Olivier, c'est ça. Donc, on avait annoncé à nos concessionnaires depuis le mois de novembre qu'ils allaient avoir une hausse de l'ordre de 4%, donc au 1er mars. Et ensuite, on a fait une réunion un peu exceptionnelle il y a une dizaine de jours où on a réannoncé une nouvelle hausse chez POBI de l'ordre de 6%, de manière à venir en partie restaurer nos marges et d'autre part compenser par rapport à l'augmentation de nos prix de revient. Et justement, tu veux peut-être dire un mot sur la santé des concessionnaires, s'il n'y a pas eu de défaillance? Alors, il y a eu des défaillances, mais elles ne sont pas liées au concessionnaire lui-même. C'est nous qui, l'an dernier, avons stoppé un certain nombre de concessionnaires qui n'étaient pas, entre guillemets, rentables, donc en termes d'exploitation commerciale. Donc, mobiliser des territoires sur lesquels on pourrait avoir des concessionnaires plus performants. Donc, nous, on a stoppé un certain nombre de concessionnaires. On a eu des conséquences sur le compte de résultat de l'activité, hein. Néanmoins, on est plutôt à l'initiative, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, de fermetures qu'on a non pas subies, mais anticipées. Merci. Je vais passer désormais la parole à Madame Ray. Hop, vous pouvez poser votre question, Madame Ray. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Bonjour. oui, bonjour. Oui, je voulais vous demander également, on voit que le marché est de plus en plus sensible aussi aux normes RSE et savoir si le groupe AST, vous étiez suivi désormais par un cabinet de dotation, d'évaluation tel EcoVadis par exemple. Alors, non, nous ne sommes pas suivis par le cabinet EcoVadis. En l'occurrence, nous sommes suivis, comme je l'ai indiqué sur un des derniers slides, par Gaïa Rating sur ces aspects-là. Et je rappelle également qu'on est soumis, de par le fait qu'on soit une société cotée, au rapport sur la RSE qu'on effectue et qu'on publie chaque année dans notre URD. Parce que là aussi, par rapport à ce qu'on disait, les appros, les matières premières, c'est vrai que ça va souvent aussi sur un contrôle des approvisionnements. Donc, c'est vrai que ça met aussi des contraintes supplémentaires. Mais bon, c'est bien en tout cas d'être estampillé et d'être sur ce volet-là en tout cas. Tout à fait. Ce qu'on pourrait rajouter, Oui. rajouter peut-être pour la RSE, c'est que spéculation et RSE, ça va pas tout à fait ensemble. Et là, aujourd'hui, on subit au moins autant de spéculation que d'augmentation tarifaire. Non, on voit bien que c'est tout chahuté et ébranlé. Tout à fait. Merci beaucoup. Quoi. Oui.
Éric Blin à nouveau. Je peux parler? Bien sûr, monsieur Oui, Blin. Juste deux petites questions complémentaires à celle de Paul Manigaud, là, vous avez dit en réponse à une de ces questions que le prix du bois était monté jusqu'à 1 000 €. Je croyais qu'il y avait eu une forte détente sur le prix du bois après. C'est vrai ou pas? Après, le après quand? Le après Après le quoi? 1000. Après le 1000. Après quoi? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que la détente est réelle sur le prix du bois ou bien est-ce qu'on est à quel niveau? J'ai aucune idée. Alors, on est plutôt aujourd'hui autour des 650 € à peu près le mètre cube pour faire moyen. Ah, On oui, est d'accord. monté jusqu'à 1 000 €. On a été même il y a quelques mois allé se servir jusqu'en Russie pour du bois, donc parce qu'on n'en trouvait plus sur du bois européen. Donc on a fait appel à des courtiers. Néanmoins, on a payé le prix cher. On a souhaité privilégier, on a livré l'ensemble des maisons qui ont été commandées par le réseau. Et ça, c'était notre objectif premier, de manière à ne pas fragiliser notre réseau. On a coûte que coûte, entre guillemets, été chercher nos bois où on a pu les trouver et on les a payés au prix qu'on nous a demandé de les payer à cette époque-là. Donc là, il y a eu à nouveau une petite détente. Néanmoins, ça a réaugmenté depuis le conflit en Ukraine. Bon, et j'ai juste une dernière petite question, après je vous embête plus. Vous embêtez. Est-ce qu'il y a des pénalités dans ces métiers, je pense à la maison individuelle, mais peut-être aussi chez Poby, est-ce qu'il y a des pénalités qui expliquent la dégradation de la rentabilité ou bien il n'y a pas de pénalité de retard parce que c'est cas de force majeure ou je sais pas quoi? Non, en l'occurrence, le cas de force majeure, là, il aurait été, il serait mis en évidence par une ordonnance et notamment comment on appelle ça, Un truc administratif, oui. ouais, Ouais. c'est ça. Donc il n'y a Ouais. que ça, entre guillemets, qui va pouvoir, comme on l'a eu pendant la période Ouais. du Covid, qui a permis de décaler, en l'occurrence, les délais de livraison. Oui, il y a des pénalités de retard qui sont de l'ordre de 1/3 millième du prix de vente de la maison, donc ce qui fait peu ou prou entre 1 200 et 1 500 € par mois de retard. Voilà. Donc là, évidemment, ces nouvelles contraintes, en l'occurrence, devraient en tout cas, devrait être un élément qui permette de suspendre des délais. Voilà. Donc nous, on essaie d'avoir d'autres éléments, donc la négociation avec nos clients, la communication auprès de nos clients. Voilà. Donc néanmoins, je suis d'accord avec vous quand on n'y peut rien. Et ça, c'est les caractéristiques du contrat de construction qui est obsolète, puisque c'est un contrat qui date depuis 1990, donc qui devrait être forcément revu à l'aune de ce qu'on peut subir et de l'ensemble des crises qu'on peut avoir, mais sur d'autres éléments également. Oui, aujourd'hui, on est susceptible d'être pénalisé par des pénalités de retard, incontestablement, compte tenu qu'il n'y a pas d'ordonnance qui décrète l'état d'urgence. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. C'est les nouveaux contrats, c'est pareil, vous pouvez Il n'y pas. a pas, il y a pas, il y a pas de nouveau contrat. Notre contrat D'accord. date de 1990. En tout cas, les caractéristiques légales du contrat datent de 1990 et elles ne sont pas revues. Ce qui fait que vous avez la double peine, je dirais, de la hausse Oui, des coûts matières et des pénalités de retard. c'est exactement ça. Hausse Et des coûts la baisse, matières, et retard la de baisse des volumes. livraison. Voilà, hausse des matériaux, retard d'approvisionnement, donc retard de Des délai de volumes. chantier. Alors, c'est pas ce qu'on subit depuis le début de l'année. Nos délais ont augmenté, néanmoins, on est dans les délais contractuels. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pénalité de retard en 2021 importante, enfin significative, qui explique les pertes de l'EBITDA, quoi. Il y en a eu quelques-unes, mais avec des chantiers qui avaient démarré sur 2020. Voilà, donc C'est avec pas une énorme. réalisation qui était moins rigoureuse, quoi. En tout cas, on n'a pas d'impact. On en a chaque année, puisque sur le fait Oui, de bien sûr. livrer des milliers de chantiers, c'est assez compliqué de ne jamais être en retard. Mais en tout cas, on n'a pas de dégradation de l'EBITDA liée à la dégradation ou à l'augmentation des pénalités de retard. Donc, si les retards continuent, faudrait pas que ça s'amuse de trop, parce que là, on pourrait rentrer dans un scénario beaucoup plus complexe de pénalité de retard, c'est ça? Oui, mais là, peut-être que d'autres mesures seront prises au niveau notamment des ordonnances, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. Merci. Je vais donner la parole du coup à Monsieur Borde. Monsieur Borde, vous pouvez ouvrir votre micro.
Bonjour messieurs, vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je me fais la réflexion que vous avez un carnet de commandes qui est entre très forte progression, mais vous avez des difficultés manifestement de réalisation. Et je me posais plusieurs questions sur ce sujet. La première chose, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue l'élasticité de la demande par rapport au prix? Notamment, est-ce qu'il y a des différences suivant les secteurs de construction ou suivant les régions françaises? Et est-ce que vous avez décidé d'adapter donc une politique pour préserver plutôt vos marges et la sécurité de livraison de vos commandes à de bonnes marges, plutôt que l'augmentation d'un carnet de commandes qui serait à risque en matière de réalisation? C'est un choix qui est toujours très difficile à faire. Est-ce qu'on vend beaucoup plus cher et on en vend beaucoup moins, sans en connaître l'efficacité ni le résultat, ou est-ce qu'on augmente dans des proportions qui sont considérables, mais qui restent acceptables par nos clients, sur des volumes qui sont un peu supérieurs, en considérant que les volumes, évidemment, ça peut être un handicap quand on est dans des situations de pénurie d'entreprises, de pénurie de collaborateurs. Néanmoins, il y a deux types de problématiques. Je dirais qu'il y a d'une part des problématiques conjoncturelles, et celles-ci, on les subit, la hausse des matériaux et ainsi de suite. Et d'autre part, il y a les problématiques structurelles. Et sur les problématiques structurelles, on a décidé d'agir, donc en mettant en place, on l'a évoqué tout à l'heure, alors oui, ce sont des mesures qui ne sont pas immédiates, dont les effets ne seront pas immédiats en tout cas, mais l'école de formation de nos co-auteurs de travaux est un élément extrêmement important pour se désolidariser en quelque sorte du marché de l'emploi de la maison individuelle qui tourne, c'est du plein emploi. C'est-à-dire qu'un de nos conducteurs de travaux qui nous quitte ce soir à 16h, demain matin, entre 16h et 18h, il doit retrouver un nouvel emploi pour redémarrer chez un autre constructeur. Donc on sait qu'il y a ces problématiques qui sont extrêmement fortes et sur lesquelles, si on n'améliore pas notre sourcing, en tout cas notre capacité à trouver de nouveaux conducteurs de travaux, sera un risque important à terme. Donc, le choix de former nos propres conducteurs de travaux et qui ne vont pas venir de ce métier-là, hein, puisque on peut considérer qu'on peut former des conducteurs de travaux au travers de sessions de formation qui sont aujourd'hui déclinées au travers d'un certain nombre de modules. L'intervention du conducteur de travaux sur la partie très technique n'est pas l'élément indispensable. Un conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui sait gérer des flux d'approvisionnement et c'est quelqu'un qui sait contrôler un ouvrage réalisé. Mais dans le cadre du contrôle, c'est un contrôle basique, hein. Il suffit de prendre des mesures et de vérifier par rapport à des plans. Alors, je ne dis pas que c'est simple de construire une maison, mais je dis que ce n'est pas impossible d'apprendre à le faire en 6 mois. Et alors, la deuxième question, ça concerne ce que vous avez dit sur la disponibilité du bois. On entend régulièrement des propos selon lesquels la forêt française est non seulement la plus grande de l'Europe continentale, mais également qu'elle s'augmente de 110 000 hectares par an. Les rendements des forêts sont particulièrement bas, ils sont de l'ordre entre 0 et 1,5% selon les années. Comment se fait-il qu'on ne trouve pas de sources de bois provenant ne serait-ce que du territoire français, sans compter les autres territoires comme la Pologne, etc. Ben, très sincèrement, je suis incapable de vous répondre à cette question. Ce que je peux simplement dire, c'est que pendant de nombreuses années, et jusqu'il n'y a pas si longtemps, la forêt française était certes en fort développement. Néanmoins, elle s'était même trop développée, puisqu'un grand nombre de forêts étaient devenues quasiment inaccessibles. Les bois des arbres étaient trop gros pour être coupés globalement. Donc, il y avait une vraie difficulté, on va dire, à se servir des bois français. Donc, aujourd'hui, nous, une grande partie de nos approvisionnements viennent de France. Pour des parties plus réduites, viennent de la forêt noire et sont transformées par des scieries belges en général. Pourquoi une telle augmentation du bois? Ben, encore une fois, je pense que le mot spéculation est aujourd'hui vraiment d'actualité et il correspond en grande partie à l'augmentation des prix, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous l'accorde, il n'y a pas de raison aujourd'hui à avoir des prix de bois qui s'enflamment comme ça. Les bois viennent en partie de France et de Belgique, des pays qui le bois est scié, donc la transformation est assez, ne demande pas d'énergie considérable, on n'a pas besoin de chauffer ni toutes ces choses-là. Donc on pourrait couper, transformer du bois et alimenter. Donc aujourd'hui, la pénurie, c'est un formidable élément de vente et un formidable élément d'élévation du prix. Voilà, on est plutôt dans ces éléments-là, concernant un certain type de produit en tout cas.
Ma troisième question, c'est sur l'industrie. Ces problèmes que vous connaissez, vous n'êtes pas les seuls à connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup de disparitions de vos confrères ou concurrents? Et est-ce qu'il y a de la consolidation et elle se fait autour de quel type de profil de constructeurs, cette consolidation ou de promoteur? Alors, dans le métier d'industriel, en l'occurrence pour le bois, ou dans notre métier de constructeur, Dans un métier de service? l'ensemble des Alors, métiers qui sont les vôtres et qui connaissent les mêmes problèmes finalement. oui, alors sur l'activité, on va dire, constructeur traditionnel, donc société de service en quelque sorte, oui, on reçoit, je sais pas, on n'a jamais reçu autant de dossiers de sociétés à vendre. Alors, on les regarde pas vraiment pour l'instant. Elles sont pas toutes forcément en bon état et avec une structure financière saine. Mais en tout cas, je vous confirme qu'on reçoit beaucoup de dossiers. Donc, c'est pas notre objectif en ce moment. On travaille plutôt sur nos fondamentaux et le déploiement des différentes organisations qui vont nous permettre justement, dans les années qui viennent, de pouvoir participer à cette consolidation du marché. Et dans l'activité du bois, pour le coup, on est sollicité beaucoup moins rarement. C'est un métier qui est, pour le coup, lui aussi très automatisé, très atomisé, pardon, bien plus d'ailleurs que le constructeur de maisons individuelles classiques. Donc là, pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ces dossiers. Nous, on préfère travailler au travers d'une méga factory à Nevers. Donc de là partiront l'ensemble des produits industriels, des produits ossature bois et modulaires pour le groupe. Je vous remercie beaucoup. Je suis très impressionné par votre résilience et à bientôt pour de meilleurs résultats, j'espère. On fait ce qu'on peut. Merci. Merci. Je vais du coup donner la parole à Monsieur Dinitro. Hop, vous pouvez parler. Oui, allô? Ah, c'était peut-être une erreur. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour vos informations utiles pour effectivement approfondir l'analyse qui n'est pas forcément évidente de chiffres bruts. Et c'est vrai que d'avoir vos observations et surtout vos réponses aux questions, c'est toujours très intéressant. Du coup, merci. J'avais une première question par rapport à, je ne suis pas sûr du terme, mais à la fermeté du carnet de commandes. Est-ce que c'est des clients qui ont déjà assuré le financement ou est-ce qu'il y a un risque que la remontée des taux d'intérêt puisse remettre en cause ces projets? Et voilà, quel est, on va dire, le degré de sûreté que vous avez sur ce carnet de commandes, sur les plusieurs mois, voire années que vous avez devant vous? Alors, déjà peut-être la publication se fait au travers d'un carnet de commandes qui est déjà apuré. Donc, on communique au travers de ventes nettes. Donc, on a déjà sorti de ce carnet de commandes l'ensemble des ventes à risque. Ensuite, pour vous donner rapidement le process commercial, peut-être qu'Olivier pourra compléter derrière, sur le process commercial, un client qui rentre chez nous est checké au niveau de la partie administrative, est checké par notre société de courtage. Donc là, on valide chacun des clients en termes de financement. Donc, soit il est vert, et auquel cas il peut continuer dans le processus, soit il est orange, et c'est qu'il manque quelques milliers d'euros. Donc, pour finaliser, et on demande à notre commercial à ce moment-là, soit de modifier son offre, soit de demander au client d'avoir un apport complémentaire, soit alors ce client est rouge, et directement, il est sorti de notre carnet de commande. Et en effet, dans notre carnet de commandes, il y a deux parties dans notre carnet de commandes, dans tous les métiers. Hein. Il y a une partie qui est extrêmement fiable, puisque c'est tous les chantiers qui ont démarré, et il reste la partie facturation. Donc là, les clients sont complètement engagés, donc il n'y a aucun risque. Et puis après, suivant l'avancement du dossier, mais comme l'a dit Alain, il est purgé des taux d'annulation. Donc globalement, le carnet de commandes à hauteur de entre 95 et 100% est relativement fiable. Si vous voulez, au fur et à mesure des étapes, on a des taux d'annulation qui sont constatés et qui se réduisent en fonction de l'avancement. Et ensuite, de l'ensemble de ces différents paramètres, on en tire un élément et une moyenne, globalement en pourcentage, qui définit notre pourcentage d'annulation qui est appliqué à l'ensemble du carnet de commande des ventes brutes. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est par rapport, on va dire, un peu à l'effet ciseau. Donc, on a une augmentation des taux d'intérêt qui peut réduire le pouvoir d'achat des clients. Et comme vous disiez, une augmentation des coûts de matières premières, voire une augmentation des coûts par rapport aux normes écologiques.
Comment est-ce que vous abordez, on va dire, cette ouverture sur les prochaines années? Et est-ce qu'une des solutions pourrait être une pression sur le prix des fonciers? Ou voilà, quelles sont un peu vos solutions? Oui, alors malheureusement, la pression sur le prix du foncier, je vous ai tout à l'heure parlé de la loi climat et résilience, et notamment l'article ZAN. Donc ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Donc ce qui veut dire que dans les 30 ans qui viennent, et à l'horizon donc 2050, on ne devra pas artificialiser plus de sol. Donc ce qui veut dire qu'on va construire sur la ville, qu'on va construire sur des friches industrielles, mais pour faire clair, ce qui sera une forêt restera une forêt et ce qui sera un champ restera un champ. Et là, je pense que la définition est suffisamment claire pour voir l'impact de cet article dans la loi. Maintenant, pour revenir à la première partie de la question, on se rend compte qu'on est, comme dans tout marché, c'est une pyramide et il y a une base et on a des produits, nous, qui sont plutôt au niveau de la base. Et on voit que ce sont les clients qui viennent de la partie supérieure de la pyramide qui migrent vers la base de la pyramide. Donc la pyramide remonte en quelque sorte. Et donc on va chercher une clientèle avec le même produit. On va chercher une clientèle qu'on n'avait pas il y a quelques mois ou même quelques années. Et on le voit bien dans l'évolution de nos prix de vente. Donc on voit bien qu'il y a cette migration, cette porosité entre le haut de la base, de la pyramide, pardon, et la base de cette même pyramide. Donc des produits aujourd'hui qui étaient adaptés à des primo-accédants qui avaient une capacité de budget de l'ordre de 2 SMIC et demi à peu près par mois. Aujourd'hui, c'est une clientèle qui est plutôt sur du 3 500, 4 000 euros qui vient matcher avec ces produits. Et on voit bien, puisque notre marque Top Duo, globalement, depuis le début de l'année, est montée de manière significative, de l'ordre de plus de 15% en termes de part de marché sur l'ensemble des ventes du groupe, quoi. Ok, très clair. Donc nos produits restent bien positionnés en termes de prix et c'est la clientèle, entre guillemets, qui vient matcher avec nos produits. Parfait. Et vous évoquez également une marge sur éventuellement construire un peu plus petit où il y a toujours moyen de… Voilà, pour compenser, on voit qu'on a réduit de 2 ou 3 mètres carrés à peu près la surface de nos maisons en l'espace d'1 an. Parfait. Et du coup, ma dernière question, alors vous avez répondu partiellement, mais c'est plus sur des concurrents, on va dire, d'une taille un peu plus grande. Comment ils se positionnent, si c'est de la même manière? Et d'après vous, qui s'en sortira mieux entre des constructeurs de maisons individuelles ou des promoteurs d'appartements, de logements plus collectifs? D'une part, c'est pas le même métier. Constructeur et promoteur, c'est pas du tout le même métier. Promoteur, c'est un métier qui est capitalistique. Le promoteur, c'est l'initiateur du projet, mais c'est aussi l'apporteur de capitaux. Donc là, il a une application capitalistique qui est beaucoup plus forte. Et d'autre part, le constructeur, on l'a vu tout à l'heure, hein, il a plutôt un BFR négatif, donc il génère du cash. Néanmoins, comme on voit le marché à terme et dans les 10 ans qui viennent, c'est effectivement une très très forte concentration de ce marché-là. C'est une très très forte concentration. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Mais les deux métiers pourront continuer à coexister si c'est un peu une partie de la réponse que vous vouliez, quoi. Parfait, merci. Merci. Du coup, Monsieur Borde, vous avez une nouvelle question. Je vous en prie, vous pouvez la poser. Bonjour, oui. Un des slides qui m'a impressionné, c'est donc le nombre de Natibox que vous avez l'intention de produire dans votre nouvelle usine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça pourrait faire? D'abord, quel est votre calendrier pour la montée en puissance, c'est-à-dire pour utiliser toute la capacité de cette usine? Et quelles sont les régions de France qui seraient les mieux couvertes? Et quels sont les usages qui sont les plus fréquents pour ces Natibox? Et quelles sont les marges? Est-ce que les marges seront conformes à la moyenne ou est-ce qu'elles seront supérieures? Et est-ce que vous avez une forte concurrence sur ces Natibox? Et à partir de quelles études de marché vous avez décidé la construction de cette usine? Alors, je laisserai répondre pour la partie des marges à Olivier, même si je connais un petit peu le sujet. Pour revenir à la partie typiquement industrielle, l'usine sera en mesure de produire des box. Alors, elles pourront s'appeler Natibox, mais ce sont des modules en définitive.
Donc ces modules peuvent être livrés au travers de studios de jardin, donc entre 15 et 25 mètres carrés. Donc il y a trois modèles spécifiques. Ces box sont vendus au travers d'un réseau de concessionnaires qui connaît un fort développement. La semaine dernière, il y avait encore 4 ou 5 nouveaux concessionnaires. On a des méthodes, on va dire, quasi industrielles maintenant de génération de candidatures, puisqu'on travaille beaucoup au travers de live qui sont faits globalement tous les mois, qui regroupent entre 25 et 35 participants à peu près en moyenne. Et de chacune de ces opérations commerciales, il en ressort entre 1 ou 2 candidats qui sont susceptibles d'intégrer le réseau. Pour l'autre partie, concernant donc ces box qui seront livrées, on est en train de développer commercialement donc tout ce qui est chambre universitaire, tout ce qui est hôtel éphémère. Novotel notamment pratique bien ce genre de et également tout cet habitat, on va dire, que l'on peut retrouver au travers de modules simples qui sont simplement à assembler sur un chantier. Donc, Natibox, la capacité de l'usine sera de l'ordre d'une dizaine de box à peu près par semaine à partir du mois de septembre. Et ensuite, et en fonction de la demande client, on continuera les investissements de manière à la porter à 25 à terme. Le terme aujourd'hui, il est difficile de vous dire, ça sera en fonction de notre développement du réseau. Le réseau doit comporter, quand il sera à maturité, autour de 80 concessionnaires sur l'ensemble du territoire français. Et un nouveau produit est à l'étude. Alors, c'est une Natibox, globalement, pour faire simple, qui est coupée en deux, dans laquelle on va ajouter un PVC armé et on va déployer donc un produit de type piscine hors sol. Là, c'est un produit qui est en forte progression depuis ces 2 dernières années et lié notamment donc à l'après-Covid. Aujourd'hui, c'est un produit qui est soit que l'on trouve en grande surface, mais sur un produit qui n'est pas très pérenne, avec une durée de vie qui est extrêmement faible, soit alors ce sont des piscines qui sont fabriquées dans des containers qui sont réaménagés avec une étanchéité. Donc là, on va proposer globalement, on est sur la structure d'une Natibox qui est simplement coupée en deux, on va dire, puisqu'elle va faire 1,30 m de hauteur, à l'intérieur de laquelle sera intégré un local technique où il y aura donc une filtration qui va permettre donc de purifier l'eau de la piscine, un PVC armé qui sera posé à l'intérieur. Donc un produit beaucoup moins complexe à réaliser à l'usine, un produit qui pourrait être distribué également par notre réseau de concessionnaires Natibox et par l'ensemble de nos agences commerciales en France, puisque c'est un produit qui est à destination donc, de gens étant déjà propriétaires d'une maison individuelle, et ne serait-ce que chez Natibox, je vous ai parlé tout à l'heure de près de 4500 maisons livrées, donc un certain nombre se sont déjà équipées, mais un certain nombre restent à équiper. Donc, diversifier le module au travers donc de différentes fonctions, le studio de jardin, la chambre étudiant et éventuellement la piscine hors sol. Et pour répondre à votre question sur la marge, on a une marge normative sur la Natibox qui correspond d'ailleurs à la marge normative sur Natilia, on va dire entre 35 et 40%. Et on a l'avantage, puisqu'on a développé notre propre réseau de concessionnaires, comme on l'avait fait avec Natilia et comme on le fait avec Natibox. Du coup, on maîtrise nos concessionnaires et on maîtrise relativement bien notre marge, en tout cas dans un contexte normal. Alors évidemment, quand on a les hausses de matériaux qu'on a connues, ça vient pénaliser les marges, mais sinon, on arrive à maîtriser la gestion de notre marge, aussi bien, encore une fois, sur la Natibox que sur la Natilia. Tu veux, on les maîtrise à l'entrée avec les prospects, puisque nos sites Internet génèrent beaucoup de clients potentiels, et on les maîtrise avec le produit. Donc, globalement, ça permet d'avoir une vision très, très précise pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Et c'est aussi un produit facilement transportable pour lequel vous pourriez chercher des concessionnaires à l'étranger? Alors oui, puisque Natibox, typiquement, qu'on livre de Nevers en Belgique ou en Suisse ou au Luxembourg, c'est pas plus compliqué que de livrer sur la Côte d'Azur ou dans les Landes. D'accord, merci infiniment, messieurs. Merci. Merci. J'ai encore une question de Monsieur Lombard. Je vous ouvre le micro, vous pouvez parler. Monsieur Lombard, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, c'est bon.
Oui, bonjour messieurs, merci pour la présentation et tous les détails que vous avez pu nous apporter. Je voudrais un petit peu rebondir là, sur les dernières questions qu'on vous a posées. Sur la partie bois, est-ce que vous pouvez nous donner une ordre d'idée des parts de marché que vous pourriez avoir sur les Natilia ou sur l'activité Natibox? C'est un secteur qui est en croissance. J'ai du mal à voir si vous êtes un petit peu les seuls, mais il y a déjà de la concurrence sur ce secteur-là. Alors, sur Natilia, j'aurais tendance à dire qu'on a une part de marché qui est, même si on est le leader, qui est une part de marché qui est assez faible, puisque globalement, s'il se fait à peu près 8-9 000 maisons Saturbois, là-dessus, on va en faire, nous, 500. Donc, la part de marché est relativement faible. Donc, si on nous laissait espérer, et pour nous et pour le réseau, des capacités de prendre de nouvelles parts de marché. Concernant Natibox, le leader actuel sur la France s'appelle Green Cube. Alors, il vend et il fabrique du tuyau de jardin avec une façon d'appréhender et le produit et la clientèle de manière totalement différente. Appréhender la clientèle, il le fait au travers d'un site marchand. Donc, sur Internet, les clients ont une démarche au travers d'un télévendeur, entre guillemets. Et le produit est un produit qui est fabriqué sur place. Donc, c'est un complexe isolant qui est fabriqué au Portugal, qui est livré en France et assemblé sur le terrain de notre client. Avec toute la difficulté qu'on rencontre dans la construction aujourd'hui. Hein. Donc, il faut qu'ils mobilisent des équipes pour construire les murs, pour faire les sols, pour faire les salles de bain, le chauffage, l'électricité, etc. Donc, c'est des chantiers qui durent entre 15 jours et 3 semaines. Natibox, aujourd'hui, globalement, on est plutôt proche du deuxième globalement que l'on était l'an dernier, avec une démarche qui est complètement différente, donc une relation de proximité avec nos clients, puisqu'on a des concessionnaires qui seront situés en tout cas sur l'ensemble des territoires qui leur seront concédés, et d'autre part un produit dont la baseline est livrée en un jour et disponible et habitable en un jour, quoi. Donc on arrive, on livre le module, il est posé, le soir les clients peuvent l'utiliser en fonction de leurs besoins. Donc on est vraiment sur deux modes, et de commercialisation et de fabrication, qui sont totalement différents. Ce dont on est sûr, c'est que quand on est en concurrence avec Green Cube, sur la plupart des régions où on est, c'est plutôt nous qui passons, parce que la relation de proximité avec un concessionnaire local, c'est extrêmement important pour nos clients. Et le fait d'être livré un jour, donc on n'est pas du tout intrusif dans la vie de nos clients. On arrive le matin, à midi, la box est posée, et à 14h30, les gens peuvent commencer à aménager et installer un canapé, quoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, là, donc on va d'abord revenir sur Natilia. Vous indiquez 8000 maisons de bois annuelles. Ça correspond à quel type de construction? C'est des chalets? Parce que moi, je pensais plutôt sur la partie juste maisons de bois industrielles. Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence de 8000 maisons par an ou... On a eu une étude qui date maintenant il y a 2 ou 3 ans. J'ai plus vraiment la segmentation par typologie, maison Saturbois, madrier, tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la part de maison Saturbois sur ces 9000 augmente, compte tenu justement des caractéristiques de la nouvelle réglementation RE 2020, qui compromet un petit peu tout ce qui est autre qu'une isolation classique. Hein. Donc en l'occurrence, tout ce qui est madrier est plutôt contraint dans le passage de la RE 2020, sans parler du fait qu'on est sur un produit qui est largement plus cher qu'une maison Natilia au Saturbois. Mais vous donnez précisément la segmentation à ce jour, je suis incapable. Mais si je considère dans votre activité comparable, c'est-à-dire une industrialisation, une construction de bois, est-ce qu'il y a vraiment... Alors, on a des concurrents. On a 2-3 concurrents sérieux en France, mais j'aurais tendance à dire, heureusement d'ailleurs, ce qui permet de légitimer un produit déjà, avec une offre qui est satisfaisante. Voilà. Mais en tout cas, il y en a 3 ou 4, on va dire, qui sont aujourd'hui structurés pour vendre ce genre de produit de manière, on va dire, industrielle, quoi. D'accord. Et par rapport à cette concurrence-là, vous êtes placé comment? Vous êtes petit, vous êtes gros? On est leader, on est premier devant eux, oui. Et en termes de réseau, donc de nombre d'agences, et en termes de volume de maisons Saturbois fabriquées. Et en termes de chiffres, c'est 2 fois plus gros que le deuxième? C'est 50%? C'est comment? En termes de taille, C'est compétitive? Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. D'accord, c'est juste pour avoir...
Non, non, voilà, c'est même pas que je veux pas, c'est que je vais vous dire une bêtise. Je peux l'estimer comme ça. Je sais qu'un de nos réseaux concurrents, globalement, a une vingtaine de concessionnaires en France. Nous, on en a 30. Donc, on pourrait dire qu'on est 3 fois plus gros sur cette activité. Néanmoins, comme j'ai pas les chiffres précis, je souhaite pas vous les donner, quoi. Enfin, je serais pas en mesure de vous donner une information fiable. Je sais simplement qu'ils ont un réseau d'une vingtaine de concessionnaires en France. Nous, on en a 60. D'accord, ok. Et en parlant des concessionnaires, est-ce que les concessionnaires de Natilia, ils sont identiques à ceux de Natibox? C'est vraiment deux réseaux totalement différents. Non, ce sont des réseaux. Natilia est déjà un réseau plus ancien, donc avec des constructeurs bien plus structurés techniquement, puisque c'est vraiment un autre métier. Là, on est pour le coup, on est de la vente jusqu'à la réalisation du produit, donc avec un niveau d'expertise qui est très largement supérieur. Natibox, on est presque on achète un produit à l'usine, ce produit est livré sur un chantier et ensuite posé sur le terrain de nos clients. Alors, moyennant une petite adaptation en sol, mais quelque chose de très simple comparé aux travaux qu'on doit engager quand on construit une maison individuelle. Déjà sur la durée, simplement. Et ensuite, je dirais que Natilia est sur un produit avec un délai de gestion administratif qui est bien plus long que Natibox, puisque Natibox, il ne faut en général qu'une autorisation municipale. Donc un délai de 15 jours à 4 semaines à peu près. D'accord. Et en termes de maillage, la maturité, vous avez indiqué, c'était 80 concessionnaires. C'est pour l'activité Natilia ou Natibox? Natilia, c'est 60 concessionnaires et aujourd'hui à peu près 25 en Natibox et 60 en Natilia. Il y aura plus de concessionnaires Natibox puisque le territoire d'un concessionnaire Natibox est un petit peu plus étroit que le territoire d'un Natilia. Natilia, c'est 65-70 concessionnaires à peu près sur l'ensemble du territoire, de manière à couvrir l'ensemble de la France. Et aujourd'hui, vous avez atteint ce niveau ou il y a encore un maillage à effectuer? Non, il y a encore une quinzaine de concessionnaires Natilia à mettre en place entre les remplacements de ceux qui sont sortis du réseau et les quelques petits territoires qui peuvent rester à pourvoir, quoi. D'accord, ok. Et pour rester sur la partie de l'inflation, est-ce que vous pouvez nous donner une ordre d'idée des coûts de matières premières sur les constructions en bois? C'est 50% du prix de revient, c'est 60%, 70%? Euh, Ouais, plutôt 30. le prix de revient d'une construction, enfin d'une maison à Ossature-Bois? Disons la part des matières premières que vous pouvez avoir un prix de revient. Ah, ben ça correspond à ce que j'indiquais tout à l'heure, toute matière première confondue à notre marge brute. En l'occurrence, ça représente 60 à 65% du prix de vente. D'accord, ok. Y compris la main-d'œuvre. Ouais, et donc, hors main-d'œuvre, ça comprend la main-d'œuvre. Il y a une partie de la main-d'œuvre, Oui. mais pas une grosse partie. Les ouvriers. Ouais, très faiblement. D'accord. Ouais. D'accord, c'est principalement la matière C'est une première. question. Ok, sur ouais, vous avez indiqué aussi la création d'une école pour les conducteurs de travaux. Donc, a priori, c'est un métier qui est vraiment sous tension. Et je me demandais quel est le turnover que vous pouvez avoir chez vous, sur vos équipes, sur les conducteurs de travaux. Et deuxième question, là, vous indiquez une formation de 10 à 12 élèves. Et je voulais voir quel était aujourd'hui votre nombre de conducteurs de travaux embauchés pour voir si ça pouvait avoir un impact sur cette problématique. Déjà, dans un premier temps, cette école de formation sera à destination de l'ensemble du groupe et potentiellement même pour nos concessionnaires qui pourront en avoir besoin. Donc, on va en former plus que notre propre besoin en tant qu'AST Group. Néanmoins, on a des filiales et on a un réseau de concessionnaires qu'on va pouvoir aussi alimenter. C'est pour ça qu'un des préalables, on va dire, au recrutement sera la mobilité géographique sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, je me souviens plus vraiment de... Ma question, c'était, Voilà. là, vous en formez 10. Vous, Oui. en boucher, vous en avez combien? 100, 200? Non, on en a une cinquantaine aujourd'hui à peu près. D'accord, donc c'est important d'en former. AST et ses filiales. Hein, Ah, oui. PLE, Sur la totalité du groupe, on a une cinquantaine de conducteurs de travaux. D'accord. Et le turnover actuel sur ce poste, il est de quel ordre?
Le turnover, il est très élevé parce que, comme le disait tout à l'heure Alain, n'importe quel conducteur de travaux qui démissionne, d'ailleurs que ce soit de chez nous ou de la concurrence, peut retrouver le même métier chez nous ou la concurrence. Et d'ailleurs, on voit qu'on a un effet de mercaton important puisqu'on a des conducteurs de travaux qui s'en vont de chez nous, qui vont à la concurrence, qui 2 ans après reviennent, ou l'inverse. Donc, c'est des métiers qui sont très, très tendus. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on n'est pas les seuls à avoir un gros carnet de commandes. Et donc, un certain nombre de nos concurrents souhaitent également pouvoir délivrer leur carnet de commandes. Donc, c'est des métiers extrêmement sous tension. C'est d'ailleurs pour ça que l'objectif de notre école de formation, c'est de former les conducteurs de travaux sur les métiers de la maison individuelle d'une part, mais également à notre propre process pour qu'il soit très opérationnel chez nous et peut-être un peu moins opérationnel à la concurrence. D'accord, ok, astucieux. Ok, et un dernier point, tout à l'heure, ouais, pour revenir sur la partie bois, vous avez indiqué une marge normative entre 30 et 40%. C'est quoi? C'est de la marge brute? Oui, c'est la marge. J'ai dit entre 35 et 40, oui, c'est la marge brute. D'accord, ok. Et en termes de marge d'exploitation, c'était 20% l'objectif, c'est ça, en 2025? Alors, l'objectif est de 20% en 2025, en effet, mais dans l'objectif de 20%, il n'y a pas que la partie usine, puisque dans la partie mode constructif industriel, il y a d'une part la partie usine qui construit donc les Natibox, les Nativia, etc. Et puis il y a notre partie réseau hein, qui recrute, qui forme, qui fidélise nos concessionnaires. Et donc la marge normative de 20%, c'est la somme des deux. Enfin, c'est cette double activité. D'accord, sachant que la partie réseau va mieux marcher que la partie construction. Non, non, c'est pas qu'elle marche, c'est pas qu'elle marche mieux, c'est 2 business models qui sont un petit peu différents, étant précisé qu'évidemment la majeure partie du résultat opérationnel en termes de valeur vient de vient de la partie industrielle. D'accord. Okay. Bon, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je n'ai plus d'autres questions. On avait juste reçu une dernière question que je vais vous poser puisqu'elle avait été posée en amont. C'était sur le transfert sur Euronext Growth. Ce que ça allait vous apporter effectivement à l'avenir. Est-ce que vous aviez... Alors, pourquoi vous avez pensé à ce transfert en fait? D'une part, il faut noter qu'on a initié le transfert en décembre avec une assemblée générale qui avait eu lieu en janvier et que le transfert a été effectif la semaine dernière. Donc, depuis une semaine, en effet, on est coté sur le nouveau marché Euronext Growth. Donc, ça s'est très bien passé. Et d'autre part, pourquoi est-ce qu'on a initié cette démarche? Parce que l'ancien marché Euronext, même si on était sur le compartiment C, on faisait partie du marché Euronext. Et il y a quand même de plus en plus de contraintes qui ne correspondent pas forcément à des tailles de sociétés comme les nôtres, on va dire entre 100 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a des normes qui sont plus adaptées à des grosses entreprises type CAC 40 qu'aux nôtres. Et nous, on préfère se concentrer sur des aspects plus opérationnels que sur des aspects parfois trop réglementaires, un peu déconnectés de notre réalité. Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de groupes de notre taille qui ont élaboré également ce transfert. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne perdra pas notre expertise, donc on continuera à publier notre URD, par exemple, et on conservera la même transparence financière que l'on pourrait avoir dans un marché réglementé. Parfait. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. Donc, je pense qu'on peut clôturer cette présentation. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.